Bonsoir. Créer un nouvel équilibre, intégrant la performance tant sociale qu'économique. Si l'entreprise ne fait pas toujours partie du problème, elle fait toujours partie des solutions. C'est en me faisant le relais d'un tel parti pris, issu d'un document qu'il est convenu d'appeler maintenant le rapport Lachmann, que j'ai l'immense plaisir, en tant que représentante de cette chaire leadership et compétences managériales de l'EDEC, d'ouvrir cette dernière table ronde de l'année scolaire. Et quelle table ronde? C'est un sujet de plus en plus débattu, bien sûr, dans les médias, mais qui existe, on pourrait dire, également en creux, dans les discussions de toutes les personnes qui ont la chance, tous les matins, de rejoindre un lieu de travail. Pourquoi en creux? Parce que, au fond, nous aspirons tous à nous sentir bien sur le lieu de travail et dans le temps du travail. Et ce n'est pas les étudiants du groupe EDEC qui vont dire le contraire, eux qui font partie d'une génération qui, au moment de rejoindre l'entreprise, va scruter scrupuleusement la capacité de cette dernière à leur proposer des conditions de ce bien-être, même si eux-mêmes auront leur part dans cette affaire. Vous le savez, ce débat s'inscrit après de nombreux échanges et même législations dans divers pays autour des fameux RPS, risques psychosociaux, thématiques importantes, mais que l'approche par le bien-être vient nourrir de manière plus constructive, plus positive et surtout de manière différente. Faut-il légiférer, comme nos amis belges semblent en prendre le chemin? Comment? Sur la base de quels principes? Avec quelles propositions concrètes? Les acteurs de ce soir, réunis par Monsieur Herrera Müller, que je remercie, vont nous apporter des éclairages et des expériences très complémentaires qui viendront résonner sur les expériences de chacun et en particulier les problématiques que se posent un certain nombre de managers et des RH, fort nombreux ce soir. Côté étudiants, les EDEC première année ont lu attentivement les 10 propositions du rapport réalisé pour le gouvernement en 2010 par messieurs Lachmann, Larose et madame Pénicaud. Ils auront sans doute à cœur de poser des questions pour bien comprendre ce dont il s'agit et en quoi, eux, en tant que futurs managers, ils auront aussi à jouer un rôle dans les conditions, dans le développement des conditions de ce bien-être auprès de leurs collaborateurs. Et d'ailleurs, dans ce rapport, il y a des propositions qu'ils plébiscitent et d'autres qu'ils comprennent moins. Nous aurons le temps d'y revenir, j'espère. Merci. On va maintenant accueillir nos invités pour cette table ronde. L'honneur aux femmes, Nathalie Delobe. Vous êtes docteur en psychologie. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain en Belgique et chargée de mission au ministère de l'Emploi et du Travail en Belgique. Bienvenue à cette table ronde. Monsieur Henri Lachmann, président du conseil de surveillance de Schneider Electric et vice-président du conseil de surveillance de Vivendi. Monsieur Jean-Luc Di Paola Galloni, vous êtes vice-président chez Valeo, en charge du développement durable et des affaires publiques. Monsieur Angelo Herrera Müller, dirigeant et fondateur du cabinet de conseil Inspira. C'est un cabinet de conseil en management et de performance et du bien-être au travail. Donc alors, avant de rentrer dans le cœur du débat, on aimerait... quelles remarques avez-vous sur le micro-trottoir que vous venez de voir? Est-ce que vous inspirent ces représentations prises à la volée sur le bien-être et la performance dans les entreprises? Monsieur Lachmann, si vous voulez commencer. Bonjour. D'abord, je voudrais vous dire que je suis ravi d'être dans le Nord. Moi, je suis plus un provincial qu'un Parisien. J'ai vécu 28 ans en Alsace et je suis ravi d'être parmi vous. Quand j'entends le premier micro-trottoir sur le profit, je me dis vaste programme. Vous connaissez l'expression vaste programme? C'est le général de Gaulle qui, lors d'une allocution, à quelqu'un qui disait mort au con,
Et sa réponse a été de dire vaste programme. Et là, je crois qu'on a un vaste programme d'éducation à faire aux jeunes, parce que la raison d'être, là, j'ai entendu même le mot raison sociale, la raison d'être d'une entreprise, c'est de créer des richesses. C'est des richesses à la fois matérielles et immatérielles pour 4 types de populations, et je dis toujours par ordre alphabétique, c'est les actionnaires, les clients, les collaborateurs et les sociétés ou les territoires dans lesquels nous opérons. Ce n'est pas de faire du profit. Le profit, c'est une discipline. Le profit, c'est un moyen. Mais ce n'est en aucun cas une finalité. En tout cas, ça ne peut pas être une finalité pour les 4 populations dont je vous ai parlé, en éliminant éventuellement l'une d'elles qui cherche un peu trop souvent le profit à court terme. Donc, il faut bien voir la raison pour laquelle une entreprise existe. Deuxièmement, dans le bien-être au travail, notre mission qui nous a été confiée par le Premier ministre François Fillon a été sur les risques psychosociaux, et on a voulu positiver. Donc, quelque part, dire que l'entreprise est un lieu de vie et qu'il y a une vraie communauté d'intérêt entre l'efficacité et le bien-être. Et le bien-être, c'est quelque chose d'important, surtout en France, où on a une relation extrêmement émotionnelle avec son travail, avec d'autres cellules de la société qui s'affaiblissent ou qui foutent le camp, l'école, la famille, l'église, l'État, et où le collaborateur cherche un lien avec son entreprise. Et je pense qu'il est important que le collaborateur se sente utile, se sente appartenir et se sente reconnu. Et c'est ça le bien-être au travail, c'est ces 3 caractéristiques, bien entendu le tout dans un collectif, parce qu'on ne gagne jamais seul et que la performance ne peut être que collective. Enfin, dernière réaction, la mesure induit les comportements. Si la mesure de la performance est exclusivement financière, eh bien vous aurez des comportements exclusivement financiers. Et d'où l'importance de mesurer la performance sur d'autres critères que des critères exclusivement financiers, j'ajouterai court-termistes. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir au micro-trottoir qu'on vient de voir? Madame Delhomme? Peut-être 2 réactions. La première, c'est effectivement sur la notion de performance de l'entreprise. Ce qui est très frappant, c'est que presque aucune des personnes interviewées n'a fait référence à la mission sociale de l'entreprise pour laquelle elle travaillait. Effectivement, le profit, simplement. Même cette pharmacienne devant ses médicaments qui parle du profit, puis quand même un petit peu de la satisfaction des clients, mais absolument pas de tout ce qui est soulagement des douleurs diverses et maladies diverses. On s'interroge quand même sur la vocation pour le métier. Donc effectivement, je pense que la notion de performance, c'est d'abord ce qui gravite autour de la mission sociale de l'entreprise, et peut-être qu'une partie déjà des problèmes de bien-être au travail se trouverait allégée si ce sens de la mission première de l'entreprise revenait au devant de la scène plutôt que des notions comme profit, etc. Donc le sens du travail. La deuxième chose qui me frappe dans ces micro-trottoirs, c'est sur la notion de bien-être. Quand on interroge les personnes sur qu'est-ce que c'est que le bien-être au travail, eh bien, au bout du compte, à la fin de toutes ces interviews, de ces micro-trottoirs, je crois qu'on a quand même un bel aperçu assez complet des facteurs que les scientifiques ont mis en évidence comme étant effectivement des facteurs de bien-être ou de mal-être au travail. Donc on a une bonne panoplie de tous les antécédents connus de ce qui fait la satisfaction, l'engagement ou à contrario le stress dans le travail, notamment le support social, notamment le climat, l'ambiance physique de travail, etc., etc. Et paradoxalement, on a peu de personnes qui sont capables de définir réellement ce que c'est le bien-être. On en a l'un ou l'autre qui dit « Ah, le bien-être, c'est de se lever le matin et de venir travailler avec les pieds légers, c'est de prendre du plaisir dans son travail. » Et effectivement, je pense que là, alors, on touche non pas aux sources du bien-être, mais à ce que signifie le bien-être pour chacun de nous. Ce qu'il signifie pour un homme complet ou une femme complète, on va dire, épanoui, mais et qui va au-delà de ce que la législation sur le bien-être définit traditionnellement. Je ne connais pas la législation française, excusez-moi. En Belgique, on a une législation sur le bien-être qui date déjà de 1996, donc au même moment de l'époque où la Commission européenne a fondé l'Institut européen
sur la santé et la sécurité au travail. Donc on était relativement pionniers au niveau européen à ce niveau-là. Et dans notre législation sur le bien-être, on définit surtout le bien-être comme étant finalement le stress. Donc on a un héritage, on se situe encore dans un héritage très imprégné de tout ce qui est santé, sécurité au travail, l'héritage de la médecine du travail, et on voit le bien-être essentiellement comme étant l'absence de stress, le stress étant un décalage trop important entre ce qu'on demande à la personne de faire et ce qu'elle a les moyens de faire dans son travail. Je pense qu'effectivement, ce qui ressort quand même ici avec les notions de plaisir au travail dans ce micro-trottoir, c'est que le bien-être au travail, c'est bien plus que simplement l'absence de stress ou de pression dans le travail, quoi. Très bien. Et il y en a un de vous deux qui veut encore réagir? Moi, je voudrais simplement apporter un complément à ce que vient de dire très très justement le président Lachmann. Si vous me permettez, si on peut citer également la communauté des fournisseurs, outre que les clients, c'est-à-dire que c'est très important, et c'est dans les territoires, très bien. Et deuxièmement, pour aller même au-delà de ce qu'il vient de dire dans un périmètre français, c'est-à-dire que de plus en plus nos sociétés représentent parfois, quand d'autres acteurs institutionnels ou non sont moins présents ou sont défaillants temporairement ou plus durablement, les sociétés sont vraiment un socle de vie extrêmement important. Et ce, pour des groupes, en tout cas de la taille de ceux de M. Lachmann et du mien, il est très important de déployer, je dirais, l'alliance et je dirais la cohésion entre performance et bien-être, que ce soit dans des pays développés, dans des pays moins développés, dans des pays où cette culture est moins évidente pour tout un tas de raisons culturelles ou géopolitiques. Et ça, c'est véritablement là-dessus que le monde de la finance actuellement, de plus en plus, essaye de noter autrement que uniquement sur une performance financière ces grands groupes. Et donc de plus en plus, les multinationales auront cette responsabilité de plus en plus sociétale sur le monde. Monsieur Herrera Müller, si vous voulez dire rapidement Oui, merci. Pour rajouter une dimension à ce qu'on a vu à ce micro-trottoir qui est intéressant parce qu'il démontre avec beaucoup de justesse que ce soit pour le bien-être ou la performance par ailleurs, c'est d'abord une question de ressenti personnel. On a vu dans toutes les personnes qui ont été interviewées, pour chacune et chacun d'entre elles, que ce soit le bien-être ou la performance, chacun a eu, est-ce que c'est le hasard, quoique il ne doit pas beaucoup exister dans ce domaine-là, mais chacun a eu des dimensions qui lui sont très très importantes pour lui. Donc c'est de ce point de vue que je trouve que c'est extrêmement intéressant et puis on aura vraisemblablement l'occasion ce soir d'apporter des réponses. Merci. Alors, moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, Monsieur Di Paola Galloni, justement sur... donc là, on va aborder un peu plus le thème des entreprises et de la compétitivité. Monsieur Lachmann et Monsieur Di Paola Galloni, pour le rapport, par exemple, avez-vous rédigé le rapport par rapport à votre expérience que vous avez eue chez Schneider Electric ou vous, Monsieur Di Paola Galloni, est-ce que vous pouvez nous mettre en lien ce rapport avec ce qui se fait chez Valeo? Voilà. J'aimerais avoir peut-être les deux opinions par rapport au rapport... Nous avons, je dirais qu'on n'a pas fait un rapport, on a construit une réflexion. Et on a construit une réflexion en auditionnant un certain nombre d'entreprises ou un certain nombre d'acteurs dans les entreprises. Et je ne suis pas étonné de la réaction de Valeo, parce qu'effectivement, dans le monde automobile, les relations client-fournisseur et souvent sous-traitant donneur d'ordre, comme si un client était un donneur d'ordre, sont extrêmement brutales. Et on l'a senti dans nos auditions. Donc c'est une réflexion qu'on a construite par des témoignages, par des auditions. Je dois dire que le rapporteur de notre travail est une fille tout à fait remarquable qui a vraiment participé à cette construction et sans vouloir stigmatiser, je dirais que les auditions les moins enrichissantes que nous avons eues sont dans l'ordre décroissant les représentants de la CGPME, les représentants du MEDEF
et les représentants des 3 principaux syndicats. Et le syndicaliste qui était avec nous, qui était un syndicaliste CGT, a reconnu que l'audition du représentant syndical, en l'occurrence CGT, mais il y avait aussi la CFDT et FO, ont été médiocres. Donc on voit vraiment qu'en France, on souffre d'un archaïsme du dialogue social, et le dialogue social, qui doit être un élément de compétitivité, est un frein à notre compétitivité, et ce n'est pas uniquement dans le domaine du bien-être au travail. Mais notre réflexion, on n'avait pas d'idée préconçue, sauf qu'on voulait positiver, et c'est la construction suite à des auditions, il y en a eu 40 ou 50. Merci. Moi j'ai aussi une petite question. Bon, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais Soyez impertinence, c'est votre privilège. Bon, bah, je vais essayer. Est-ce que le bien-être au travail, c'est finalement pas une question qu'on se pose quand l'entreprise va bien? Ou si je peux formuler aussi différemment, est-ce qu'une entreprise qui va mal peut, via des mesures, des indicateurs pour améliorer donc ce bien-être au travail, peut faire qu'elle aille mieux en règle générale? Moi, je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Je pense que quand une entreprise va mal, les collaborateurs se subliment. Et quelque part, trouvent ou essayent de trouver le moyen de s'en sortir. Et il n'y a pas la question de savoir est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, est-ce qu'il y a du bien-être, est-ce qu'il y a du stress. Quand une entreprise va mal, ou même va très mal, il y a vraiment une réaction de sublimation, de survie, qui généralement est extrêmement positive. C'est dans les entreprises ou dans les administrations qui s'endorment, qui n'ont plus de reconnaissance, qui n'ont plus de sentiment d'utilité, que le mal-être intervient. D'accord, oui, allez-y. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Lachmann. Je voudrais dire tout simplement, peut-être vous l'avez en tête, c'est une telle évidence, mais le nom de ma société veut dire tout simplement « je vais bien » en latin. Valeo, c'est la réponse que dans la Rome antique, on répondait à la question « valet ». Alors, je suis totalement d'accord avec ce que dit M. Lachmann. Moi, je débute ma 6e année d'ancienneté dans la maison. Et franchement, je fais partie de on va dire, la nouvelle génération de management de ce groupe. Et clairement, quand j'interroge mes aînés, il est évident qu'ils me relatent des difficultés anciennes liées à la filière automobile. Mais je voudrais vous apporter des éléments de correction et de formidable dynamisme de prise en compte justement de ce passé, de sa propre transformation. Lorsque vous êtes équipementier automobile, ce qui vous porte aujourd'hui de plus en plus depuis 15-20 ans, c'est la force que vous avez en recherche et développement sur l'ensemble du secteur. Et ça, les constructeurs qui, il y a 20-30 ans, en optimisant les coûts, ont de plus en plus délégué tout ce qui est la valeur innovante du secteur auprès de leurs fournisseurs, on fait qu'aujourd'hui, les équipementiers détiennent cette formidable force d'innovation. Valeo est le 4e, 5e dépositaire de brevets dans ce pays et dans les top 20 au niveau Europe. Eh bien ça, je ne m'éloigne pas tant que ça du bien-être et de la performance, parce que les conditions qui ont été difficiles et qui ont été des gains, des acquis de semaine après semaine, c'est-à-dire, comme aurait dit un ancien dirigeant très célèbre de la maison, Noël Goutard, la stratégie chez Valeo dans les années 80, il la faisait au pas de course. Simplement, il savait très bien ce qu'il était en train de faire pour construire de la durabilité. Et la performance, au-delà de la performance toujours de plus en plus exigeante, financière et court-termiste, c'est également la capacité d'anticipation, la préservation. Le développement durable, c'est quoi la définition du développement durable? C'est de ne rien mettre en danger sur la création de valeur future et présente. Donc, dans notre filière, ça a été poser des jalons dans un climat qui était difficile, qui était celui du donneur d'ordre et du fournisseur. Mais là encore, je voudrais vous donner des exemples très concrets qui ont été réalisés ces dernières années. Au départ, lorsque le gouvernement a mis en place, il y a 3-4 ans, la médiation justement au niveau industriel entre fournisseurs et clients, on s'est interrogé
sur notre secteur. On a eu Monsieur Volo, qui est quelqu'un de très respectable et qui avait ce rôle-là et qui est venu voir un petit peu auprès de, il l'a toujours, de la direction achat. Et au bout de 2 ans, il s'est aperçu qu'on avait fait un énorme travail interne qu'on n'avait pas déployé en 1 an, en 2 ans, mais qui est simplement le rôle d'un équipementier de rang 1 qui lui-même assume, je dirais, ses propres responsabilités vis-à-vis des rangs 2, 3 et 4, c'est-à-dire les ETI, les PME, les PMI, qu'il a comme lui-même comme client et fournisseur vis-à-vis de ces PMI. Et bien là-dessus, il y a eu un travail extraordinaire à telle enseigne qu'un groupe comme le nôtre a été mis au devant de la scène publique comme étant un modèle du genre pour apporter des améliorations. Et là encore, c'est très concret. C'est du bien-être dans des directions dont on ne vous parle pas, mais qui sont essentielles dans des groupes comme les nôtres, les directions achats. Et autre phénomène très important qui crée à la fois, je dirais, de la durabilité et du bien-être dans les relations entre entreprises, dans les tissus sociaux et territoriaux. Ça a été la création pour nous du FMEA, du Fonds de modernisation des équipementiers automobiles. J'ai la chance et l'honneur de siéger pour le groupe Valeo au FMEA de rang 2 et je peux vous dire que j'ai vu passer, on a fait une 50aine de due diligence de petites PME, PMI qui avaient des problèmes temporaires de trésorerie et qu'on n'a pas laissé couler. C'est-à-dire qu'on a injecté nous-mêmes de l'argent. Très souvent, ce sont nos propres fournisseurs ou c'était des fournisseurs de groupes industriels communs. Il y avait Forestia, Hutchinson, etc. Et ça, c'est le genre de je dirais, d'éveil, de stratégie de long terme pour assainir une filière industrielle, pour créer de la valeur au-delà d'une performance court-termiste. Et ça aussi, ça crée du bien-être non seulement chez vous, mais dans le réseau des fournisseurs. Et c'est très, très important lorsque vous raisonnez filière. Monsieur Herrera, vous êtes consultant dans les entreprises. Pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Di Paola Galloni, est-ce que vous faites le même constat dans les entreprises où vous intervenez sur le bien-être et la performance est-ce que vous pouvez nous expliquer quel constat justement vous voyez Dans ce qui a été dit, il y a eu, comme pour le micro-trottoir, des choses extrêmement riches. Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a une confusion entre le court terme, c'est-à-dire réussir un objectif, et réussir une performance. Or, une performance, il y a une dimension dans la réussite d'une performance, c'est la dimension du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, quand on vous demande, vous parliez tout à l'heure des entreprises dans lesquelles on a des difficultés, est-ce que c'est plus facile de développer le bien-être ou pas? Là, on est dans la dimension de la vision. Il faut reconstruire une vision pour remobiliser les collaborateurs de l'entreprise. Et comme le disait très justement Monsieur Lachmann, à partir du moment où on a une vision, le simple fait de ne pas mourir, c'est d'une certaine manière endogène. Et on ne parle pas de bien-être au travail. Par contre, pour reprendre cet exemple, ce qui est très, très frappant dans les entreprises, c'est que dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'interviens et que je conseille, il y a toujours cette confusion entre réussir un objectif et fabriquer de la performance. Et dans fabriquer de la performance, il y a une dimension de temps. C'est une évidence. Et dans fabriquer de la performance, il y a une dimension d'entraînement des équipes, dont le disait très justement Monsieur Di Paola Galloni, c'est-à-dire entraîner les équipes à fabriquer de la performance et inscrire cette performance dans l'ADN de l'entreprise. Et on se rend compte que quand les choses vont un petit peu, ou quand les choses sont un peu plus difficiles, quand le marché se tend, les entreprises qui subissent le moins, entre guillemets, ce stress, sont des entreprises qui ont su entraîner leurs équipes sur des basiques, sur des bonnes pratiques et construire de la performance. Et quand en plus cette performance, vous savez la rendre soutenable, elle devient durable. Et c'est fondamental. Donc je dirais première dimension, c'est le temps, le rapport au temps. Est-ce qu'il y a d'autres? On a peut-être d'autres questions. Gaël, tu as d'autres questions sur le monde des entreprises? On peut passer peut-être sur la législation. Peut-être juste avant, j'aimerais rebondir sur ce que Monsieur Lachmann a dit quand il parlait des principaux acteurs qui en fait influaient le monde de l'entreprise. Vous avez commencé par l'actionnaire.
Ce qu'il faudrait aussi souligner, c'est que cette vision, donc pour rebondir sur ce que on est tous d'accord pour dire qu'il faut des visions pour les entreprises, c'est que cette vision, parfois, et peut-être trop souvent, elle vient de l'extérieur. Elle vient de quelque chose qui n'est pas interne, entre guillemets, à l'entreprise. J'ai bien compris aussi que c'est de la part du management, du filial entre entreprises qu'il faut essayer de concevoir le bien-être au travail. Néanmoins, trop souvent, cette vision, elle est extérieure et elle est imposée finalement aux gens qui la subissent. Comment en fait est-ce que vous répondez concrètement à ce genre de questions quand je vous pose, s'il faut que j'en formule une, le bien-être au travail c'est bien, mais c'est imposé par l'extérieur. Maintenant, et je sais pas si... Bon, d'abord, je vous rappelle que je vous ai dit clairement que les 4 populations pour lesquelles nous devons créer des richesses, je les ai indiquées par ordre alphabétique. Hein? Donc, actionnaires, clients, collaborateurs, sociétés ou territoires dans lesquels nous opérons. Hein, et je crois que c'est important. Deuxièmement, il y a une vraie communauté d'intérêts entre la performance, au sens global du terme, et le bien-être des collaborateurs. Alors, je peux vous assurer que toutes les sociétés que je connais, qui sont performantes, ont des collaborateurs plutôt heureux. Donc il y a une vraie communauté d'intérêts. Le problème, c'est que l'économie et les entreprises se sont financiarisées par excès. Et quelle est la faiblesse ou la tare de cette financiarisation? Elle est double. Premièrement, elle est extrêmement court-termiste. On s'intéresse au prochain trimestre. Ça ne veut rien dire, un trimestre. Le 31 décembre, il ne se passe rien entre le 31 décembre et le 1er janvier. Donc une performance ne peut s'inscrire que dans le temps et il faut jalonner cette entreprise, cette performance. Moi, je pense qu'une entreprise doit avoir une stratégie à long terme, une vision à long terme, mais pour la mettre en œuvre, il lui faut des performances à court terme. La mauvaise performance à court terme ne peut pas être un alibi pour ne pas avoir de stratégie. Et donc, premièrement, c'est cette exclusivité de la financiarisation, notamment pour les sociétés cotées en bourse, où on vous demande que des résultats financiers, que du bénéfice par action, que de la rentabilité sur le capital employé. Et je dois dire, il y en a un merveilleux exemple dans la salle ici, j'envie les dirigeants de sociétés familiales qui n'ont pas cette pression stupide, cupide et court-termiste des marchés financiers. Et deuxièmement, c'est le temps. C'est le temps et c'est pour ça qu'il est absolument fondamental que l'on mesure la performance des collaborateurs et des équipes sur des critères autres que des critères exclusivement financiers. Je ne dis pas qu'il ne faille pas en avoir, mais il doit y avoir d'autres critères que le critère financier. Étant, enfin pas tout à fait récemment, mais depuis 5 ans maintenant, président d'un conseil de surveillance, je me rends compte qu'un conseil de surveillance, il a 2 missions que tout le monde peut deviner, il conseille et il surveille. Mais il a une 3e mission qui, pour moi, est absolument fondamentale, c'est de protéger les dirigeants sur la mise en œuvre d'une stratégie à long terme, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas sous la dictature des marchés financiers. Et je peux vous assurer que la dictature des marchés financiers fait faire des tas de bêtises aux entreprises, y compris au détriment des actionnaires. Et y compris au détriment, pour aller dans votre sens, de la motivation, de la capacité de mobilisation des équipes et du bien-être au travail. Oh, mais ils se financiarisent très rapidement. Je peux vous dire que les collaborateurs, vous arrivez très rapidement à les financiariser aussi. Hein. Ils ont les mêmes tares que les marchés. Hein. Je voudrais prendre justement à contre-pied votre remarque. Sans doute qu'elle est vraie pour un certain nombre d'entreprises. C'est-à-dire que je vois ce que vous entendez. Oui. Non, c'est pas par rapport à vous. C'est par rapport à ce que disait le jeune homme. Sur votre expérience d'activiste. Ah ouais. Je ne préfère pas. Mais je veux répondre à ce que disait l'étudiant sur la question que c'est un contrôle externe qui fait qu'un certain nombre de sociétés se sont mises, je dirais, un peu plus
vertueusement à prendre en compte le bien-être. Moi, je dirais qu'il y a également des contraintes d'ADN des entreprises. Et donc, si je reprends notre exemple, c'est justement à cause de la difficulté de cette culture d'entreprise, de filière, etc., qu'avant que le développement durable ne devienne à la mode, ou avant que le bien-être ou les risques psychosociaux ne soient vraiment d'actualité auprès des DRH et des RSE, eh bien tous ces phénomènes-là ont été pris en compte très très en amont. Par exemple, chez nous, et en général, globalement, dans l'industrie et dans les industries, vous savez, la première question, vous interrogez, il y a des DRH, semble-t-il, dans la salle, la première notion importante de bien-être, c'est la sécurité. C'est la sécurité des personnes. Lorsque vous êtes une usine, c'est un endroit qui comporte énormément de dangers. Et il y a eu énormément d'efforts que toutes les sociétés, PME, grands groupes, ont déployés dans le monde avec des règles extrêmement strictes. Il y a des directions des risques et des environnements dans toutes ces entreprises qui sont absolument importants. Et puis, moi, j'associerais également, je trouve très juste ce qu'a dit Henri Lachmann sur le lien entre la performance et le bien-être. Moi, je pense que le vrai bien-être, et vous vous interrogiez, madame, avant aussi sur ce sujet-là, sur le lien, je pense c'est lorsque vous avez des collaborateurs qui se surpassent au-delà de leur propre notation de performance, qui sont des critères bien connus de salaire, de bonus, etc. C'est des gens qui ont le don de soi parce que ils se sentent bien dans leur société. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et dont on parle peut-être pas assez. Je suis totalement d'accord avec vous, Monsieur le Président, sur l'hyperfinanciarisation des sociétés. On l'a subi. Qui était à la fois, moi je peux le dire plus facilement, nuisible pour l'actionnaire, nuisible pour les clients, nuisible pour les collaborateurs et nuisible pour les sociétés dans lesquelles opère Valeo. Soyez impertinente. J'ai une question justement sur Valeo. Vous nous parlez des mesures, la sécurité. Est-ce que vous pourriez nous donner concrètement des mesures qui ont été appliquées en France, que vous avez mis en place? Et Monsieur Lachmann, peut-être que vous pourriez nous faire des exemples sur Schneider Electric. Et j'ai une deuxième question sur le fait que ce soit deux grands groupes internationaux. Est-ce que vous mettez en place des mesures au niveau mondial? Comment est-ce que vous mettez en place tout ça dans le groupe? Vous prenez la particularité de la France, de l'Europe ou Alors, je vais vous épargner, il y a tout un tas de processus industriels qui sont en fait les meilleurs exemples, ce qu'on dit nous industriellement, qui sont les cartes de la leçon apprise. Pour votre information, industriellement, toutes les grosses entreprises industrielles sont très influencées par les acquis à la fois japonais, allemands, français bien sûr, américains. Le secteur automobile qui a beaucoup travaillé dans le lean a été très majoritairement, je dirais, influencé par le lean industriel japonais, et nous-mêmes, nos principes de risque et de sécurité, c'est du Toyota traduit en français en fait. Mais tout le monde fait ça au niveau des équipementiers de rang 1. Ce sont des règles extrêmement strictes, extrêmement vigilantes, et pour votre information, Valeo a mis en place au niveau mondial le concept de ce qu'on appelle d'usine générique. C'est-à-dire qu'on a influencé un certain nombre de bâtisseurs d'usines à des normes extrêmement vigilantes, au-delà des OH, SAS, etc., et des certifications, mais surtout liées à la sécurité. Alors sur votre question sur qu'est-ce qu'on fait sur l'ensemble du monde, eh bien très souvent, puisque je suis entre autres aussi en charge des affaires externes et publiques, des relations avec le gouvernement, je suis en face parfois de pays qui n'en exigent pas autant que nous. Eh bien, nous prenons la responsabilité d'aller au-devant, de devancer dans le temps, pour répondre à l'élément dont parlait Angelo Herrera-Müller, c'est créer effectivement un milieu qui soit à une norme que l'on décide, nous, en tant que groupe industriel mondial. Et on en tire nos propres responsabilités. Je vous dirais que dans des pays qui connaissent des crises, que ce soit des crises de catastrophes naturelles, le secteur automobile a été extrêmement impacté par les inondations en Thaïlande, par le tsunami au Japon, eh bien, ce sont
je dirais, toute cette mise en place, mais très très en amont, des années en avant, et qui est une mise en place avec des vérifications et des procédures permanentes qui font que vous résistez à ce genre de phénomène et que vous avez, comme on dit en anglais, une résilience à ce genre de catastrophe, et y compris que vous résistez, que vous construisez de la valeur sociale lorsque vos entreprises sont implantées dans des pays qui connaissent, eux, des tensions qui sont beaucoup plus difficiles et plus durables, des tensions plus géopolitiques. Je tiens à dire que mon directeur général a voulu féliciter, par exemple, nos équipes en Tunisie et en Égypte. Au moment des événements, on n'avait aucune posture politique. On a laissé chaque employé aller manifester, aller faire sa part de citoyenneté tunisienne ou égyptienne. Mais ce qui a été extraordinaire, et on a fait la comparaison par rapport à d'autres groupes internationaux qui étaient implantés, on a eu 0 problème. Et quand vous savez ce que c'est que la cadence automobile de livraison, imaginez-vous, dans les peu de jours, ça a été assez bref en Tunisie, mais ça a été beaucoup plus long en Égypte, où on a un centre de software énorme, avec plus de 500 personnes, on n'a eu aucun problème. Donc c'est là-dessus où vous avez, je dirais, en filiation, la répercussion entre bien-être et ensuite performance, même dans un climat de tension. Alors moi juste, je veux rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. Vous nous avez beaucoup parlé, donc Valeo c'est un grand groupe industriel, donc vous nous parlez beaucoup du bien-être lié à la sécurité des employés. Je veux rebondir sur ce que vous venez de dire avec le printemps arabe, pour plus par rapport aux mesures dans le management et la hiérarchie. On en a parlé tout à l'heure. Chez Valeo ou chez Schneider Electric, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Est-ce que vous avez donné des instructions à vos managers? Est-ce que vous avez fait des formations pour leur dire est-ce qu'il y avait des problèmes à la base, ou est-ce que vous leur avez ou est-ce que votre bien-être ne passe que par la sécurité de vos employés? Alors, pour compléter, bien sûr, des instructions avaient été données aux managers. Je dirais que, je reprends ma conclusion, c'est-à-dire que l'attachement à l'entreprise dans ces deux pays-là était tel que il n'y a pas eu de conflit d'intérêts, si vous voulez, entre la volonté qu'on pouvait comprendre de toutes les parties prenantes, et dans ce cas-là, des syndicats notamment, et de tous les employés, et notamment des opérateurs, de vouloir prendre, je dirais, leur responsabilité en tant que citoyens de leur pays qui vivaient un phénomène absolument hors pair et sans précédent. Mais en même temps, ils n'ont pas mis en danger l'entreprise, je dirais, ces critères de performance, ces exigences, et donc ils ont su associer ce qui était dû en termes de travail. Alors nous, par chance, je dirais, dans les deux cas, simplement pour des raisons de localisation, on n'a pas subi de risques majeurs, c'est-à-dire qu'on n'était pas au centre géographique ou à proximité immédiate de centres de danger parce qu'il y avait des manifestations ou je dirais des forces de l'ordre, etc. Mais de manière préventive, bien sûr, on est avec la direction du risque. Il y a une cellule de crise qui a été mise en place et qui a fonctionné tout le temps et qui monitorait, je dirais, à distance et sur place, une cellule de crise locale qui veillait à ce que la situation n'empire pas et ne mette pas à risque les situations également, je dirais, y compris logistiques, c'est-à-dire en dehors de l'entreprise. Non, juste pour compléter ce que vous disiez, je pense que l'intégrité physique de nos collaborateurs et de nos collaboratrices, c'est une priorité absolue. C'est une priorité absolue, que ce soit dans les usines, que ce soit dans les territoires où il se passe des choses. L'intégrité physique est absolue. Et nous mesurons dans chacun des établissements les taux d'accidents, y compris les accidents de trajet d'ailleurs, les taux d'accidents, et comme je vous disais tout à l'heure, la mesure induit les comportements. Bien, à partir du moment où on mesure les taux d'accidents, on l'intègre dans la rémunération variable des collaborateurs. Donc, si vous voulez, c'est une impulsion qui est donnée par le sommet et qui retombe, y compris dans la rémunération des collaborateurs. Mais je me souviens, par exemple, aux États-Unis, où il y a eu une année où il y a eu un taux d'accident un peu trop important, il y a eu une véritable campagne qui a été menée, et je peux vous dire qu'on parlait plus des accidents de travail que des enregistrements de commandes. Bon, alors pour revenir un peu sur ce qu'on disait avant, j'essaye de comprendre un peu vite. Les marchés financiers sont présents
et il faut essayer de légiférer tout ça. La législation pourrait être... C'est vous qui le dites. On va demander à Madame Delob. Légiférer, vous aurez un ennemi là. Alors c'est pas par la législation qu'on pourrait commencer à réguler un peu le système? Est-ce que, Madame Delob, vous avez été missionnée justement par le gouvernement belge pour mettre en place une loi sur le bien-être au travail? C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques minutes Donc c'est vrai que, enfin, c'est pas moi qui ai mis la loi, qui ai mis en place la loi sur le bien-être, mais c'est vrai que sur base de l'expérience de cette loi, on a fait appel à moi pour justement analyser le lien entre bien-être et performance de l'organisation. Alors ce que je voudrais d'abord dire en préambule, c'est qu'évidemment l'intégrité physique des travailleurs doit être une priorité. On est quand même encore dans des pays développés. Le problème aujourd'hui dont on parle, c'est pas celui seulement de l'intégrité physique, c'est de l'intégrité psychologique des travailleurs dont il s'agit ici. On sait bien qu'aujourd'hui les risques pour le travailleur sont avant tout psychosociaux et pas physiques. C'est pour ça qu'on est en train de se poser la question de la nécessité d'une législation ou pas sur le sujet. L'Europe a mis en place des directives qui incitent les États membres à mettre en place des éléments contraignants. En Belgique, je vous l'ai dit, on a une loi qui date de 1996. Les conventions collectives de travail ont été signées aux alentours des années 2000 concernant cette législation. Donc ça veut dire qu'on a maintenant 10 années de recul. Cette législation, qu'est-ce qu'elle l'oblige? Elle oblige en fait tout employeur à procéder à un diagnostic de la charte psychosociale au travail et à mettre en place un plan de prévention de la charte psychosociale. Ça veut dire qu'à tout moment, un inspecteur social peut débarquer dans l'entreprise et demander à l'entreprise pas seulement son plan de prévention des risques physiques au travail, ça c'est quand même... La médecine du travail n'est pas une nouveauté, mais vraiment son risque de prévention des risques psychosociaux au travail, des risques pour l'intégrité psychologique du travailleur. Donc c'est à l'employeur de fournir ce qu'il a mis en place comme mesure pour diagnostiquer l'état de santé psychologique de sa travailleur et ce qu'il a mis en place comme plan de prévention. Il y a une obligation de résultat, il n'y a pas d'obligation de moyens dans la législation belge. Ça veut dire que tout employeur peut procéder comme il l'entend pour construire ce plan de diagnostic et de prévention de la charte psychosociale. Alors ce qu'on a constaté, ce que l'inspection sociale a constaté, c'est qu'au début effectivement des années 2000, beaucoup d'employeurs, effectivement, croyant, très convaincus eux-mêmes que le bien-être, la performance de l'entreprise passait nécessairement par le bien-être des travailleurs, ont pris assez au sérieux cette législation et se sont engagés dans des démarches de diagnostic robustes avec des méthodologies robustes aussi. Ça représente un certain investissement pour un département ressources humaines que de se lancer dans ce type de démarche. Il y a beaucoup d'acteurs mobilisés. Ça passe nécessairement par ce qu'on appelle en Belgique une bonne concertation en CPPT, c'est les comités pour la prévention et la protection du travail. En Belgique, en France, c'est les CHS. Voilà, CHSCT. CHSCT, donc tout à fait. Donc c'est lourd comme démarche. Se pose un premier problème, on l'a dit, la mesure est un bon incitant à l'action. Le premier problème qui se pose, c'est de quelles mesures disposons-nous quand il s'agit il n'y a pas une méthodologie absolue de diagnostic de cette charge, donc il y a plusieurs méthodes possibles, première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est qu'on a assez vite observer un certain essoufflement des entreprises qui avaient été pionnières dans le domaine parce qu'on voyait très facilement à court terme ce que coûtait un plan de prévention, de diagnostic de la charte psychosociale. Ça, je veux dire, vous recevez la facture des consultants, vous comptez les heures de travail passées en interne, etc. Pour un bon diagnostic, il faut quand même des experts dans le domaine. Ou des services de médecine interne, des services de médecine externe bien outillés peuvent le faire, mais il y a un temps de travail, il y a une méthodologie à mettre en place. Donc vous voyez assez vite ce que ça coûte. Une fois que ce diagnostic a été fait aussi, ça cible très directement des mesures à prendre. On a évoqué certaines mesures possibles, par exemple une meilleure formation du management est une des mesures possibles, etc. etc. Donc tout ça effectivement pèse sur un des plateaux de la balance et ces employeurs se posaient la question, mais est-ce que, in fine, ce type de démarche est bénéficiaire pour l'entreprise? Alors c'est dans ce sens-là que j'ai eu l'occasion notamment de faire une revue de la littérature plus scientifique à l'heure de ce qu'on connaissait sur le sujet et la réponse, je rejoins là-dessus tout à fait mes partenaires ici,
La réponse est claire que dans le court terme, non. Le bien-être n'est pas rentable pour une entreprise, c'est même plutôt un facteur de coût. Et je dirais, si vous abordez encore la problématique sous l'angle plus étroit de celui de la productivité au travail, on pourrait même dire que dans le court terme, pour une entreprise, c'est plus bénéfique de presser ses travailleurs. Parce qu'en augmentant la productivité, qui passe entre autres, pas uniquement, mais par une intensification du travail, c'est clair que à court terme, on améliore les chiffres de l'entreprise. Uniquement les chiffres. Monsieur Lachmann, vous voulez peut-être... Je vois que c'est bien. Je suis en total désaccord. Tant mieux. Je suis en total désaccord avec vous. Mais à long terme, à long terme, c'est vrai que, et là, alors effectivement, on peut, à la question que vous posiez, est-ce que c'est un luxe finalement que seules les entreprises performantes peuvent se permettre d'investir dans le bien-être de leurs collaborateurs? On pourrait tenter de dire, dans le court terme, sans doute. Maintenant, c'est vrai que si on regarde les perspectives à plus long terme, dans la durée, dans la durabilité, alors effectivement, il y a une série de retombées à long terme pour l'entreprise. Il y a un réel coût à long terme du mal-être au travail. Notamment en termes simplement d'attractivité des jeunes recrues, en termes d'image externe de l'entreprise, en termes de confiance des clients, des partenaires, etc. Et tout ça joue effectivement aussi dans la balance économique indirectement de l'entreprise. Mais sur le court terme, effectivement, ce que les études tendent à montrer, c'est que le lien n'est pas aussi fort que ce qu'on croyait, peut même être négatif entre performance à court terme et bien-être des travailleurs. Et c'est sans doute fort variable d'un secteur d'activité à l'autre. Écoutez, moi, je n'ai pas fait d'études, mais j'ai de l'expérience. Et je crois vraiment qu'il y a une vraie communauté d'intérêt entre la performance économique, voire financière, et le bien-être des collaborateurs. Et regardez les entreprises qui sont économiquement performantes, eh bien vous y trouverez à la fois ou des collaborateurs plutôt heureux, ou la queue pour entrer dans ces entreprises. Et je crois vraiment je vais être un peu sévère avec les consultants et les docteurs, mais je le pense. Je pense que la santé au travail relève pour l'essentiel du manager. Ce n'est pas l'affaire des docteurs, c'est l'affaire des managers. Il faut que les managers sachent ou apprennent à conduire leurs hommes, à accepter la diversité, à accepter la confrontation et quelque part comprennent qu'on ne peut gagner que collectivement. Et moi, je ne connais pas d'entreprise qui soit, entre guillemets, économiquement performante, parce que c'est très limitatif d'être économiquement performant, et qui ait des collaborateurs qui ne soient pas heureux. Et l'affaire du bien-être au travail est, pour l'essentiel, l'affaire des directions générales et des managers. Alors, autour des suicides de France Télécom, s'est développé un tas de consultants, de questionnaires. Moi, j'ai vu les questionnaires de France Télécom, 500 questions. Donc, comment voulez-vous répondre à 500 questions et exploiter 500 questions? Je pense qu'on peut mesurer le bien-être au travail. Chaque entreprise n'a qu'à mettre en place ses critères. Ce qui est important, ce n'est pas le critère en valeur absolue, mais c'est la tendance. Et je pense qu'avec une dizaine de critères, on peut mesurer le climat ou le bien-être dans une entreprise. Mais moi, j'encouragerais les jeunes étudiants et les hommes d'entreprise, quelque part, à assumer ses propres responsabilités et de ne pas toujours faire appel à des experts qui ne savent pas. Malheureusement, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Je vais compléter autrement, mais ce que vient de dire M. Lachmann, mais ça va complètement dans le même sens. Je pense qu'aujourd'hui, si l'on observe ce que font nombre d'entreprises, et encore une fois, quel que soit le secteur et quelle que soit leur taille, c'est qu'elles sont en train d'acquérir une nouvelle maturité, une sorte de meilleure transparence interne de management, et je suis totalement d'accord avec ça. Le bien-être, c'est une question pure de management, par l'exemplarité, c'est l'absorption du stress, et au contraire, la dilution d'énergie, de motivation auprès des équipes. Et personne n'est parfait. Autant qu'un être humain n'est parfait, aucune entreprise n'est parfaite. Je pense que chaque entreprise a son propre temps, sa propre culture, sa propre personnalité, son propre passé, présent et à venir,
pour améliorer, je dirais, ses propres critères de performance et de mesure de bien-être. Ça, je le dis pourquoi? Parce que je réponds du coup à ce qu'avait dit notre jeune étudiant en disant, alors, est-ce qu'il faudrait légiférer, etc. Moi aussi, j'émets la même frilosité que mon cher voisin. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, c'est à elles, je dirais, le devoir et puis l'esprit presque d'honnêteté intellectuelle de savoir mieux communiquer à la fois en interne, de savoir mieux s'approprier tout ce que je viens de dire, tout ce management, cette diffusion de motivation, de bien-être, et de savoir le répercuter également de manière externe. Je veux dire par là quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous savez que de plus en plus, nos sociétés sont obligées de communiquer sur justement ces parties qui sont extra-financières. Je ne dis pas forcément que c'est le poteau rose, parce que cette dimension-là, il y a 10-15 ans, on l'a fait rêver. Moi, je pense aussi à la création des agences de notation. Lorsque Vigeo est né, on pensait que ça allait révolutionner la planète investisseur et la rendre durable. Vous savez que le business model de ces agences de notation est aujourd'hui encore très fragile. On n'est pas du tout en phase de maturité. Mais c'est dans cette direction-là qu'en tout cas, les entreprises sont également sensibilisées tout autant que leurs performances purement financières. Et ça, je pense qu'on le fait quand même assez honnêtement. Je voudrais juste rajouter deux choses. Un, pour aller un tout petit peu dans votre sens. La meilleure audition qu'on a eue, ça a été un professeur de l'université de Laval, à Montréal, Canada, qui a vraiment parlé d'abord avec son accent canadien, ce qui est assez concret, et qui surtout ne parlait qu'avec du bon sens. Il n'avait pas d'intelligence, il avait du bon sens. Et si vous avez l'occasion de le rencontrer, il s'appelle Jean-Pierre Brun, c'est vraiment un type exceptionnel. Deuxième chose, pour répondre à votre légifération, nous avons été auditionnés par le député Poisson. Il était seul. Il n'y avait pas un député dans sa commission, il était seul et son rapporteur. L'après-midi, ils ont auditionné M. Domenech, le footballeur. L'entraîneur. L'entraîneur. Ils ont dû changer de salle tellement qu'il y avait de députés. Donc ne demandez pas à des députés de légiférer sur un sujet qui ne les intéresse pas. Moi, je vous donne un exemple concret. Donc, assumons nos propres responsabilités. Je pense que plus on légifère, plus on déresponsabilise. Et la responsabilité de la santé psychologique des collaborateurs au travail, je l'ai vu là sur nos recommandations, c'est l'impulsion du conseil d'administration, c'est l'affaire des directions générales, c'est l'affaire des managers. Et c'est par exception l'affaire des docteurs et des experts. Quand on a auditionné les dirigeants de France Télécom, et moi j'ai auditionné seul Didier Lombard, et ensuite on a auditionné collectivement, enfin à deux, Stéphane Richard, on a compris les problèmes de France Télécom. On a compris les problèmes de France Télécom. Mais c'est pas en légiférant qu'on fera progresser l'affaire. C'est pas une affaire de loi. C'est une affaire de sensibilisation des managers à leur rôle de conduite des hommes. C'est une affaire de préparation des managers à la conduite des hommes. Et c'est une affaire de formation des managers à la conduite des hommes. Mais on sait très bien que cette mission a été faite pour des raisons purement tactiques et politiciennes. Bon, le résultat a été un peu différent, c'est tout. Monsieur Herrera, justement, vous intervenez dans les entreprises. Comment, justement, impliquer plus les managers et leur donner, comment les former, comment... Mais je trouve que dans les échanges qu'il y a eu là, j'allais dire passionnés et passionnants, on est au cœur. On est au cœur. Alors après, on peut aimer ou pas les consultants, toutes celles et ceux qui travaillent. Non, mais c'est pas grave. 1000 fois d'accord. Moi, je crois que ce qui est important dans la dimension de bien-être et performance, comme je le disais tout à l'heure, la première chose, c'est de déterminer très clairement ce que c'est qu'une performance dans une entreprise et comment on construit une performance.
Et je crois que là où les consultants, entre guillemets, ou les gens qui ont une vraie détermination à accompagner l'entreprise pour remettre, j'allais dire, la performance au cœur, l'entreprise, les hommes au cœur de l'entreprise, et j'allais dire aussi l'entreprise dans le cœur des hommes, parce qu'à force d'avoir été des variables d'ajustement, il se trouve que beaucoup d'entreprises ont un certain nombre de difficultés à remobiliser quand on parle de projet. Mais là où les consultants, je pense, ont peut-être exagéré, c'est de trop mettre l'accent sur les RPS, les risques psychosociaux. Et je pense qu'il est grand temps de passer d'une logique de risques psychosociaux à une culture, c'est-à-dire à une... il ne faut pas sensibiliser, mais à une vraie philosophie du bien-être par le management. Et là, on est au cœur. Et quelles sont les solutions que vous justement vous mettez en place? Les solutions, il y en a des milliers. Je plante un arbre, les branches, mettez du macadam autour des branches et vous verrez que les branches refont surface. C'est-à-dire, en ce qui concerne le management, tout a été écrit. Allez à la FNAC, vous cherchez des bouquins sur le management, vous allez en trouver à foison. Tout a été écrit, tout a été dit. Alors tout n'a pas été compris, ou peut-être pas assez compris. Et il est fondamental, il est nécessaire de transmettre aux entreprises une vraie culture du management, c'est-à-dire à apprendre à des managers à accompagner la performance dans l'entreprise, c'est-à-dire à comment je construis de la performance, comment je génère de la performance. Parce que les vraies difficultés que vous rencontrez quand vous êtes dans l'entreprise, c'est, voilà, je veux 20% de croissance. Projet de performance, projet de développement, 20% de croissance. Donc vous arrivez en disant, écoutez, je suis pas Majax, je suis pas MacGyver. Faire 20% de croissance quand vous êtes dans le domaine de l'incantation, c'est-à-dire une performance se fabrique, se construit. Et là où on a besoin de managers qui sont en capacité à partir d'un référentiel managériel d'entreprise d'accompagner ça, ce sont des managers qui sont en capacité de fabriquer de la performance de manière dynamique, en s'appuyant sur le management et en s'appuyant sur des référentiels d'entreprise. Et je pense que là où il y a un vrai effort à faire au niveau et je prêche pas pour ma paroisse, hein, là où il y a un vrai effort à faire quand on parle de réconcilier bien-être et performance, c'est de continuer à investir dans le management. Il faut accompagner les managers à transmettre à leurs équipes de la confiance, de la motivation et de la satisfaction. Et je crois, pour avoir travaillé sur ces sujets-là qui me passionnent, que la psychologie positive, notamment, nous apporte des clés. Alors, je le disais, sur le management, tout a été dit, tout a été écrit, mais la psychologie positive vous apprend des choses extrêmement passionnantes et fait avancer le débat ou fait avancer les idées sur le management. Et là où les consultants, les dirigeants, les consultants, les hommes d'entreprise, les DRH, toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui investis dans la dynamique de l'homme au service dans l'entreprise, c'est-à-dire de faire évoluer le débat sur le management et de faire évoluer le management dans l'entreprise. Ça, c'est fondamental. Monsieur Di Paola Galloni, est-ce que vous pouvez réagir à ça? Oui. Tout d'abord, je voulais revenir sur... parce que chacun, je pense, tire des leçons d'humilité et de grande vigilance par rapport à ce que disait Henri Lachmann en parlant des troubles qu'il y a eu justement chez France Télécom. Et vous savez très bien, le secteur automobile aussi. Et dans les deux grands constructeurs qui sont deux grands clients de Valeo, ont été touchés par ces phénomènes. Et je peux vous dire que la réaction immédiate chez nous, c'était justement de mettre tout de suite une cellule de vigilance, de faire des audits extrêmement poussés. Fort heureusement, notre groupe n'a pas été impacté par ce genre de phénomène gravissime. Et c'est ce qui, sans doute, nous a également, dans le moyen terme, poussé, et je veux vraiment rendre un hommage appuyé à notre DRH, qui immédiatement a voulu approfondir, c'est-à-dire le thème du bien-être était bien présent chez nous, mais a voulu l'approfondir par des questionnaires. Encore une fois, quand je parlais de vraiment impulsion managériale, c'est le management, c'est la direction générale, la DRH, qui a voulu lancer à plusieurs niveaux. On a fait ça, je dirais, en le traitant, si on s'adressait vers les ingénieurs et cadres ou vers les opérateurs, et on l'a fait dans le monde entier. On a voulu reprendre une température du groupe. Je rappelle, parce qu'on est
peu connu et assez discret, Valeo fait aujourd'hui quand même 70 000 collaborateurs dans le monde, dans 28 pays et 125 sites industriels. Donc c'est quand même une responsabilité extraordinaire. Et tout ça a été innervé. On en a tiré des conclusions plutôt positives, je dirais. On essaye de s'améliorer sur les points négatifs. Mais en tout cas, ça nous a permis, je dirais, de prendre à cœur la potentialité de ce problème et de déployer nous-mêmes une propre réponse. On va maintenant passer aux questions du public. Je vous remercie pour ce débat. Alors, merci. La table ronde n'est pas terminée, mais je vais en profiter, puisqu'on a les propositions du rapport Lachmann sous les yeux, pour vous faire un petit retour de comment les étudiants ont réagi par rapport à ces 10 propositions. On a demandé aux étudiants de première année, à votre avis, quelles sont les propositions les plus intéressantes. Celles qui sont plébiscitées par un groupe de 600 étudiants, c'est la 1, implication de la direction générale. Ça leur est paru très très important. Et puis, c'est la 6, peut-être parce qu'on est une école de management, préparer et former les managers au rôle de manager. Par contre, il y en a une qui leur échappe, et merci de toutes ces illustrations qui ont eu lieu, notamment en début de table ronde, c'est la 9. La santé au travail ne se limite pas aux frontières de l'entreprise. Et un certain nombre d'entre eux se disent, mais est-ce que c'est pas de l'ingérence d'aller s'occuper de comment les autres fonctionnent? Donc il y a peut-être des réactions... Non, mais c'est ce que disait Valeo tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans un écosystème et on ne peut pas transférer sur l'autre la pression que nous avons nous-mêmes. Donc, quand il y a des réductions à faire, d'ailleurs, je souhaiterais qu'on parle beaucoup plus de variables d'ajustement de coûts salariaux et pas de variables d'ajustement d'effectifs. Parce que dans un compte d'exploitation, il n'y a pas des têtes de pipe, il y a des euros, des dollars, des yuans, et quelque part, la variable d'ajustement devrait être les coûts salariaux et pas les effectifs. Et en France, on ne parle que de variables d'ajustement d'effectifs, et dans tout cela, accompagné par les syndicats. Ce qui n'est pas une bonne chose. Non, la frontière de l'entreprise ne s'arrête pas au mur de l'entreprise. C'est tout l'écosystème, et notamment dans des opérations de restructuration, il faut tenir compte de ses fournisseurs et de ses clients, mais surtout de ses fournisseurs, et dans la pression. Pourquoi y a-t-il autant de brutalité dans l'automobile? Parce que dans l'automobile, les marchés sont extrêmement compétitifs, et le constructeur automobile reporte une partie de sa pression sur les fournisseurs et la reporte trop brutalement. C'est un métier extrêmement brutal que vous faites, extrêmement brutal. Moi, je l'ai découvert, et la réponse des gens de Peugeot et de Renault que nous avons auditionnés a été vraiment la même, et d'une simplicité biblique. La réponse, c'est le manager de proximité. Les deux nous ont dit ça. Alors, ils ont discuté pendant une demi-heure pour nous expliquer, mais c'est vraiment avoir un regard sur l'autre, être présent. Et il faut dire que la communication numérique, qui quelque part cannibalise la communication, le mail, l'ordinateur connecte d'un côté, mais de l'autre, il isole. Et cet isolement, il faut absolument le compenser par du manager de proximité. Je suis d'accord sur les deux premiers, sur de votre référendum, de votre sondage. Je pense que la troisième, qui est extrêmement importante, c'est vraiment l'affaire de la santé au travail, c'est l'affaire du manager et pas du docteur. Mais comme vous avez relevé la formation, je ne connais pas la maquette pédagogique de l'EDEC, mais je pense que dans nos écoles d'ingénieurs, dans nos écoles de gestion, dans nos universités, nous ne sensibilisons pas les jeunes à la conduite des hommes, nous ne préparons pas les jeunes à la conduite des hommes, et nous ne formons pas les jeunes à la conduite des hommes. Et je dirais que les entreprises perpétuent cette faiblesse. Si je peux me permettre encore un petit peu d'impertinence. Non, sur la question du rôle des managers, je vous rejoins tout à fait. Ça, c'est clair que c'est un des facteurs essentiels pour créer du lien social, et c'est le meilleur rempart contre tous les mal-être au travail. C'est la qualité de la relation qu'on peut avoir avec son manager, avec ses collègues aussi d'ailleurs.
Alors, après la petite revue littérature, une petite anecdote. On est allé sur le terrain, mener une enquête au sein du secteur de la grande distribution, en fait, dans 2 enseignes belges, parce que c'est un secteur où, effectivement, il était possible assez facilement de faire le lien entre bien-être des collaborateurs au sein des magasins et des indicateurs de performance isolables par magasin. Donc, on est passé par tout le processus, les acteurs larges à impliquer, donc la direction assez réceptive et le management des entreprises très ouvert à la problématique. Par contre, là où on a eu plus de résistance, curieusement, c'était les partenaires sociaux, les syndicats, très résistants par rapport à la problématique. Est-ce que le management n'est pas en train de s'approprier ici un de nos terrains de prérogatives? Ça, c'était très clair. Alors, on a effectivement dû informer toute la ligne hiérarchique. Les managers sont aussi un partenaire prioritaire quand il s'agit de mettre en place des mesures de diagnostic et de plans de prévention. Et vous savez, la question que les managers nous ont posée, donc ces directeurs de magasins, de supermarchés, c'est « Et nous, est-ce qu'on peut aussi passer cette enquête de stress au travail parce qu'on en aurait peut-être besoin aussi ?» Donc je pense qu'effectivement, le manager est un pivot dans ces dispositifs de bien-être au travail, et en même temps, il faut quand même reconnaître que dans bien des entreprises, il est aussi lui-même dans une situation qui est plus qu'inconfortable. Donc, quand on dit formation des managers, c'est sans doute pas uniquement formation à gérer ses équipes, c'est aussi formation à se gérer soi-même, à connaître ses propres limites et à faire face à ces... Alors moi, pour compléter, et peut-être en vue d'être pédagogique, si les étudiants avaient du mal à percevoir ce point-là, vous donner quelques exemples très concrets. Premièrement, je pense qu'on n'imagine pas justement le périmètre juridique de responsabilité dans le monde du travail qui dépasse très largement l'entreprise lorsque un incident a lieu. Alors, c'est variable selon les pays, mais enfin, de plus en plus, l'employeur a une vraie contrainte sur tout un tas d'accidents de santé qui peuvent se passer en dehors du site et notamment dans le trajet aller-retour et évidemment s'il est en mission durant d'autres types de trajets. Donc là-dessus, je veux dire, les entreprises sont extrêmement vigilantes. Nous, on a eu dans nos usines, pour prendre l'exemple, dans nos usines mexicaines, où on était dans des villes où il y avait vraiment des taux de criminalité, de violence hallucinants, et notamment dirigés contre les femmes. On a mis en place un système de transport et d'accompagnement personnalisé. C'était vraiment des gardes du corps qu'on a mis à disposition le temps que ça a été nécessaire auprès de nos collaboratrices, parce que c'était absolument nécessaire. Et on a pris cette responsabilité dès qu'on a vu que la situation avait dégénéré à cause de telle ou telle bande ou de tel cartel. Deuxièmement, je dirais, et je reprends très concrètement, la responsabilité de périmètre justement de relations client-fournisseur. Elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que si un fournisseur se permet d'être un peu flottant et de ne pas du tout avoir la législation aussi rigoureuse que la vôtre, vous êtes juridiquement responsable également de ça. Là-dessus, on a mis en place chez Valeo, mais beaucoup d'entreprises également le font, une charte d'éthique et on vient de se doter depuis quelques semaines d'un Chief Compliance Officer et c'est de plus en plus un certain nombre de grands groupes commencent à travailler beaucoup l'éthique et la conformité justement à cause de ces raisons et c'est tout à fait, je dirais, logique. Il nous est arrivé pour nous d'inculquer, ou en tout cas d'éduquer un certain nombre de managers dans des pays où la législation était clairement pas très poussée. Je vais vous citer un cas qui ne va pas vous surprendre. En Inde, un certain nombre de managers en Inde pensaient pouvoir être un petit peu plus négligents sur tout un tas de chartes environnementales, de sécurité à la personne sur nos fournisseurs. On a dit non, ça ne nous regarde pas. Ils rentrent dans le panel fournisseur de Valeo Inde. Ils doivent se soumettre aux mêmes règles, aux mêmes exigences de sécurité à la personne, environnementale, etc. Donc ça, je pense que ce sont des choses qui sont très concrètes. Et là-dessus, je dirais que les chartes, à la fois internes et puis un certain nombre de dispositions législatives dans les droits du travail, ont quand même assez bien fait les choses.